tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième journée de notre 13e édition de Futurapolis Planet, ici dans l'écrin de la Toulouse School of Economics. Je vous rappelle notre thème, la science contre-attaque, les recettes pour s'adapter. Aujourd'hui, il sera question d'Europe, d'agriculture, de révolution électrique, d'inondation et de sécheresse. Et on terminera en parlant de viande. Enfin, je rappelle que nous laisserons une belle place aux interventions des étudiants. Vous découvrirez les membres de l'association Say It Aloud et ceux des juniors entreprises de TSE, de Sciences Po, de l'ENSET, de TBS, de l'INP NCA 7, de Paul Sabatier et last but not least de l'ENAC. Pour notre première session, intitulée « Recherche et développement, pourquoi l'Europe doit redonner les clés aux scientifiques », nous sommes particulièrement honorés de la présence de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, qui échange tout de suite avec Béatrice Parinaud, rédactrice en chef adjointe au Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à tous, bonjour. L'Européen que vous êtes, que pense-t-il? J'imagine que vous avez dû voir ces images de SpaceX, ces bras qui prennent, qui enroulent le premier étage de fusée, de cette méga fusée. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? D'abord, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Béatrice. C'est un plaisir de vous avoir ici à la TSE. Oui, la SpaceX, c'est quand même un petit peu difficile à voir pour un Européen, puisqu'il y a eu une innovation très très forte. L'ESA, qui est l'agence spatiale européenne, qui est une agence très sérieuse, bien sûr, mais qui est contrainte, on en reparlera par sa gouvernance, à manquer le coche, finalement, de ces nouvelles technologies spatiales. Et aujourd'hui, est obligé d'utiliser SpaceX d'une certaine manière. Alors, pas les nouvelles innovations, mais déjà les anciennes, qui ont été faites aux États-Unis. Et on est dans une situation où, finalement, nous sommes en retard, comme dans beaucoup d'autres domaines technologiques, à un moment où la situation est difficile. Le pouvoir d'achat stagne depuis de nombreuses années, depuis 30 ans. Il stagne, il augmente légèrement, mais par rapport aux États-Unis, pas beaucoup. Et on fait face à toutes les crises qu'on fait, pas seulement la crise de la dette, bien sûr, mais aussi l'écologie, la défense, le fait qu'on n'ait presque pas de défense en Europe, le repli sur soi, qui est très important, parce que ça va appauvrir tout le monde. Le monde entier va être appauvri par le protectionnisme. Donc je ne parle pas de l'éducation, qui évidemment en France est un sujet délicat. Donc on est au moment où justement on est dans une situation très difficile. Aussi, on passe à côté des technologies les plus importantes, à savoir la tech, le spatial, la biotech. Est-ce que si je dis que l'Amérique de Musk rêve, pendant qu'elle rêve de coloniser Mars, nous, on devient un musée technologique, est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis optimiste en disant on devient, peut-être qu'on l'est déjà? Alors j'espère d'abord que l'Amérique n'est pas l'Amérique de Musk. C'est un entrepreneur génial, mais il a d'autres défauts. Et d'ailleurs, c'est assez choquant de voir les conflits d'intérêts qui existent aujourd'hui au niveau de l'État américain. Mais disons qu'il a apporté un certain nombre de technologies importantes. Et l'Europe, enfin, Draghi a parlé dans son rapport, Mario Draghi a parlé dans son rapport d'une lente agonie, et je le crois profondément. C'est-à-dire qu'on regarde un peu les 20 plus grandes entreprises mondiales de tech, il n'y a pas une seule européenne. Les 20 plus grandes startups mondiales, il n'y a pas une seule européenne. Nous avons des talents, mais effectivement, ils ont du mal à s'exprimer. Et ils s'expriment dans on a des entreprises qui sont des entreprises très âgées. Les grandes entreprises américaines sont relativement récentes, 20, 30, 40 ans. En Europe, elles ont souvent beaucoup plus. Et d'ailleurs, les plus grandes en Europe, c'est finalement Novo Nordisk, qui est l'entreprise pharmaceutique, et LVMH. Mais on voit rien derrière. On voit quelques entreprises, on a des grosses difficultés à suivre. Mais en fait, c'est quoi le problème de ne pas avoir de grosses entreprises technologiques sur notre continent, finalement? Parce que vous l'avez dit, on en a d'autres qui sont très belles quand même. Oui, alors effectivement, ça veut pas dire que tout doit être... c'est quand même de la techno en quelque sorte. La pharma, maintenant, c'est devenu totalement de la techno, puisque les innovations se font dans les startups, avec beaucoup d'intelligence artificielle, un domaine dans lequel nous sommes en retard. C'est-à-dire qu'on se comporte encore assez bien en pharma. La tech, c'est fini. Nous avons complètement loupé le coche. J'espère que on va reprendre le leadership à un moment ou un autre. Mais la pharma, on est encore assez bien placé en Europe, mais avec des entreprises traditionnelles.
alors que, effectivement, les grandes innovations, BioNTech, l'entreprise qui a fait le vaccin Covid, a été chercher Pfizer, mais c'est effectivement des petites entreprises comme BioNTech et Moderna qui ont fait les vaccins Covid. Alors, ne pas avoir de grandes entreprises de techno européennes comme l'ont les États-Unis, Amazon, Google et j'en passe, en quoi c'est un problème? C'est un problème simplement de souveraineté ou ça pose des problèmes économiques à plus long terme? Alors les deux, vous avez raison. Donc il y a un problème économique. Vous prenez on va en reparler, mais vous prenez le budget européen pour la recherche, ce qui s'appelle Horizon Europe, qui fait 11 milliards d'euros par an sur tous les domaines scientifiques, absolument tous. Vous comparez ça au budget moyen d'un GAFA en recherche et développement, c'est 30 à 40 milliards. Non, un GAFA. Je ne parle pas de... Vous avez des entreprises, effectivement, comme Google, comme Nvidia, etc., qui dépensent énormément en recherche et développement, donc qui ont beaucoup d'avance et qui peuvent dépenser encore plus. C'est-à-dire, ils peuvent dépenser, ils n'ont aucune contrainte budgétaire, et en particulier, maintenant, ils envahissent la santé et d'autres domaines. Mais ce retard qu'on a, technologique, est-ce qu'il est rattrapable quand on regarde un peu le secteur de l'automobile, le numérique, on en a déjà parlé, mais même aussi le secteur de la défense? Est-ce qu'on peut rattraper notre retard? Alors ça, c'est une question excellente. Et je pense que oui, on peut, mais dans certaines conditions et dans certains domaines. Je pense qu'il y a des domaines où nous rattraperons jamais le retard. C'est pas la peine de se lancer dans le cloud, par exemple. Même dans certaines industries vertes, les gens sont navrés parce que les Chinois font beaucoup d'investissements, ont une surcapacité dans le solaire et l'éolien. Moi, je dis c'est génial. C'est bien parce que ça va nous subventionner notre transition écologique. Alors, il ne faut pas être naïf, évidemment, mais nous avons de nouveau loupé le coche dans ce domaine. Et ce qui est dommage, parce que nous sommes aussi les plus actifs dans les domaines de l'environnement. Mais voilà, ce sont les Chinois qui l'ont fait. Pour l'automobile que vous citiez, on a exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que dans le rapport que j'avais écrit avec des collègues italiens et allemands, on avait découvert, enfin pour moi c'était une découverte, que presque 50% de la recherche privée en Europe était dans le secteur automobile. Donc deux problèmes. Le premier, c'est que le secteur automobile a une rentabilité beaucoup plus faible que la tech. C'est vrai que les GAFA font des rendements bien supérieurs. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'automobile elle-même est menacée. C'est-à-dire que, question véhicules électriques, on voit très bien que les Chinois sont en avance sur nous. Ils produisent des véhicules qui sont de très bonne qualité aujourd'hui et surtout beaucoup moins chers. On voit Tesla aux États-Unis. Et qu'est-ce qui va rester de cette industrie en Europe sur laquelle on a tout misé, d'une certaine manière. Alors, au lieu de miser sur la tech. Alors, vous avez évoqué le rapport Draghi. Il a fait un petit calcul. Il dit que pour rattraper ce retard, il faudrait investir de 700 à 800 milliards par an. C'est l'équivalent de 5 points de PIB. Évidemment, des économistes ont posé la question de la faisabilité. Il a interrogé le FMI, la Commission européenne, et la réponse de ces institutions est la suivante: cet investissement est possible, mais il est peu probable. Alors, il faut peut-être préciser que Mario Draghi, dans les 800 milliards, pense qu'il devrait y avoir une partie importante d'argent privé. Ceci dit, il y a une question qui se pose immédiatement. C'est pourquoi cet argent privé n'est pas investi aujourd'hui. C'est que les rendements sont faibles et que donc le privé ne veut pas investir en Europe, il préfère investir malgré la présence de talents. Ça, c'est le paradoxe d'une certaine manière. On a beaucoup de talents en Europe, mais les gens préfèrent investir dans d'autres parties du monde parce que la rentabilité n'est pas suffisante. Donc, quand il dit le privé va prendre une partie importante de ces 800 milliards, il faudrait quand même expliquer pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui. Sur le public, évidemment, vous êtes tous là à dire, mais attendez, on est à 6% de déficit aujourd'hui, et la situation n'est pas glorieuse ni en France ni en Allemagne. Comment va-t-on faire ? Vous allez aussi me dire qu'aux États-Unis, le déficit est de 6%, il risque d'augmenter avec Trump. Mais
La question, c'est que les États-Unis ont beaucoup plus de facilité à financer leur déficit. D'abord, c'est le dollar est toujours très important. Et ensuite, les taux de fiscalité sont tellement faibles qu'ils pourraient facilement les augmenter. Alors que nous sommes déjà à un niveau record au niveau mondial. Donc, c'est pas facile d'ajuster vers la hausse, même, et c'est important de le dire, même si Draghi a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement dépenser énormément. Si on veut rattraper notre retard, il faut dépenser énormément et intelligemment. Donc, je regrette fortement que la réception du rapport Draghi, qui est un excellent rapport, se soit cantonnée à est-ce qu'on peut s'offrir 800 milliards. Et ça, je crois que c'est une erreur majeure. Je ne sais pas si c'est dû à la communication ou si c'est dû à l'interprétation. Mais en tout cas, la question, c'est nous, Européens, on devrait se mettre d'accord sur un projet. Donc un projet, c'est un projet et une gouvernance, c'est-à-dire comment gérer l'argent. Parce que si on gère mal l'argent, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc l'idée, c'est on devrait d'abord se mettre d'accord sur un projet et après on trouve les financements. Et pas faire le contraire, de se dire on va trouver des financements, puis après on va se demander quoi faire avec cet argent. L'Europe, il y a un certain nombre de pays qui sont très endettés, c'est pas la peine d'emprunter finalement pour si on n'a pas de projet viable. Mais alors, en préparant cette table ronde, justement, je me suis posé la question de quel était notre projet déjà au niveau européen. J'ai un peu cherché si nous avions une vision stratégique. Dites-moi si je me trompe, j'ai pas trouvé. Alors, non, au niveau européen, elle n'existe pas tellement parce qu'il y a des désaccords au niveau de la Commission, au niveau des pays. Juste peut-être, on peut peut-être citer quelques chiffres ici. 10% de la recherche, du financement de la recherche, financement public de la recherche en Europe est au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de la Commission. 90%, c'est au niveau des États membres. Aux États-Unis, c'est très peu finalement l'État de l'Arizona qui finance la recherche de pointe. C'est l'État fédéral en partie. Donc il faudrait déjà que ça soit fait au niveau fédéral, ce qui aurait beaucoup d'avantages parce que ça évite les conflits d'intérêts au niveau national, c'est un peu un entre-soi. Donc ça évite ces conflits d'intérêts en partie au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de Bruxelles. Et puis on aurait plus d'argent à distribuer, on pourrait prendre plus de risques. On reviendra là-dessus parce que c'est vraiment important la prise de risque et faire comme ça. Mais là, ce que vous exposez, c'est finalement même modifier l'essence même de nos échanges au niveau européen, qui est celui du consensus. Donc là, ça demande une transformation quand même assez profonde de notre mode d'échanger entre nous et de décider. Oui, absolument. Mais pour ça, il faut... Il y a un changement institutionnel. Absolument. Et je crois qu'il faut que les gens réalisent que nous sommes dans une impasse, là, aujourd'hui. Enfin, on va devenir un pays de deuxième zone. Hein. Je parle de l'Europe ici. Donc, ou bien on réagit, ou bien on laisse glisser. Et puis, en parlant de souveraineté, on la perdra aussi, parce que si on n'est pas dans la tech, ça veut dire que question défense aussi, on ne pourra rien faire. Donc, c'est très compliqué. Si on n'a pas la puissance économique et la puissance scientifique, l'Europe va disparaître comme nation pour toutes les questions géostratégiques vis-à-vis de la Russie, dans les discussions sur le réchauffement climatique, là où elle devrait jouer un rôle très important. Donc ça serait dommage. Donc il faut changer les structures, il faut qu'on se mette d'accord. Alors c'est difficile, hein, Béatrice, je comprends la question. C'est vous allez distribuer plus d'argent européen pour la science avancée, pour les projets de rupture. Ben, c'est sûr que certains pays qui ont des grandes universités, même si elles sont moins bonnes que dans le monde anglo-saxon, dans les grandes universités, vont toucher plus d'argent que d'autres pays qui n'ont pas des grandes universités. Donc il y a une question de distribution, donc ces pays-là vont avoir des objections. Mais bon, ça existe aux États-Unis qui touchent de l'argent de la NSF, la National Science Foundation, National Institute of Health, DARPA, qui est l'agence qui a donné naissance à l'Internet, GPS, mais aussi beaucoup d'autres technologies. Ben, il se trouve à Boston, il se trouve à San Francisco, il se trouve à Austin, mais il ne se trouve pas dans l'Oklahoma. Il
faut bien le dire. Et des choses comme ça se passeront en Europe, mais il faut l'accepter, quitte à faire des transferts à nos Oklahoma. Alors moi, la citoyenne européenne que je suis, je regarde l'état des finances de la France et d'autres pays européens. Je vois on va dire la qualité des dépenses effectuées. La question que je me pose, c'est plutôt là, comment, une fois qu'on décide que c'est au niveau fédéral, s'assurer que cet argent soit correctement dépensé, parce qu'on on s'est pas montré très vertueux jusqu'à présent. Quelles règles on pourrait établir pour s'assurer que, bon, très bien, peut-être que c'est des Allemands qui vont en bénéficier, mais avec une plus forte probabilité qu'ils réussissent que si ça avait été des copains de Lille ou de Lyon. Absolument. C'est une question de gouvernance, c'est-à-dire que je reviens un peu au projet. C'est qu'est-ce qu'on cherche à faire et comment on gère cet argent. Et le petit rapport que j'avais écrit, qui a été repris dans le rapport de Mario Draghi, dit qu'en Europe, c'est vrai qu'on dépense beaucoup trop peu d'argent pour la recherche en général, y compris et l'argent public n'est pas bien dépensé. C'est-à-dire que aujourd'hui, le programme Horizon Europe, qui était supposé financer les innovations de rupture, donc 11 milliards par an, sert surtout à financer des PME. J'exagère un peu, hein, je force le trait. Et donc, au lieu de financer la recherche disruptive de pointe, cette recherche de rupture, c'est à peu près 5% du budget. Donc 5% d'un petit budget. Donc vous voyez un petit peu combien, 500 millions par an, quand je vous dis n'importe quel GAFA dépense 40 milliards en R&D par an. Donc il faut d'abord réorienter les budgets vers l'innovation de rupture. Et l'autre, c'est changer la distribution des budgets. Donc là, ce qu'on propose, et nous ne sommes pas les seuls à proposer ça, c'est d'utiliser ce qui se fait le mieux dans le monde et qui se trouve aux États-Unis, pas seulement qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais c'est-à-dire d'avoir des agences qui soient des agences indépendantes. C'est pas à M. Trump de décider dans quelle technologie on va investir, c'est vraiment aux scientifiques de décider, et aux meilleurs scientifiques, c'est très important. C'est une longue tradition. Vous avez tous vu le film Oppenheimer, il y a aussi, qui était un grand scientifique, qui était mis en charge du programme de la bombe atomique. Vannevar Bush, qui est aussi un très très grand scientifique, avait été mis en charge d'une équipe de 6000 scientifiques. On a déjà au moment de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, on avait décidé que c'était très scientifique et on a donné le pouvoir aux scientifiques. Et puis il y a eu l'épisode Sputnik, 1957. 6 mois plus tard, les États-Unis, très vexés d'être en retard sur l'espace, ont créé une agence qui s'appelle DARPA, qui est une agence liée à la défense, mais qui a donc créé beaucoup d'innovations en défense, mais aussi dans le domaine civil. Je citais l'Internet et le GPS comme exemple, et les technologies de DARPA sont utilisées par Google. Ils ont créé d'autres agences, donc la National Science Foundation, National Institute for Health, BARDA qui a créé finalement les vaccins qui permettent aujourd'hui d'être ensemble, et qui ont été très bien gérés. Donc, prenons BARDA. Par exemple, BARDA, ils ont donné de l'argent à 6 équipes sur 3 technologies, 3 d'ailleurs aux États-Unis, 3 en Europe, et c'est ça qui a donné naissance à nos vaccins. Ils n'ont pas essayé de saupoudrer partout, ils ont choisi les équipes qui avaient une chance de réussir. Et ils ont mis tous leurs pions là-dessus. Et ça a marché. Ça a marché. En faisant preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'il y avait 3 technologies possibles. Il y en a une qui a gagné, c'est l'ARN messager, mais on ne le savait pas à l'avance. Donc ils ont fait preuve d'humilité. Ils ont investi dans les 3. Alors ça a des leçons aussi pour le réchauffement climatique, vous imaginez. Et ils sont arrivés finalement à avoir des vaccins de qualité. Mais c'était les scientifiques, c'est toujours les scientifiques qui sont en charge. En Europe, avec une exception dont on pourra parler, en Europe, ce sont les politiques et les fonctionnaires qui décident. Et bien sûr, ils ont des scientifiques pour les aider. D'abord, c'est des scientifiques qui ne sont pas tout à fait au même niveau, parce que, évidemment, c'est moins intéressant d'aller là-bas si on ne décide pas.
mais aussi il y a des contraintes politiques. Donc, exemple de contraintes politiques, je parlais de l'ESA, l'Agence spatiale européenne tout à l'heure, la même chose se passe pour toute la distribution du programme Horizon Europe, ou presque tout. C'est-à-dire qu'il faut des collaborations. C'est-à-dire que les politiques, ils se sont mis en tête qu'il fallait qu'ils montrent, qu'ils aident les Européens à collaborer entre eux, ce qui est un petit peu ridicule, parce que moi, je sais à quels économistes ou quelles personnes en sciences sociales je voudrais collaborer en Europe. Mais a fortiori, je peux vous dire que toute entreprise de technologie sait qui est bon dans son domaine en Europe. On n'a pas besoin des politiques pour nous le dire. Et à la place, donc, on pousse à des grosses collaborations, d'énormes usines à gaz, et puis on saupoudre, on donne un peu d'argent à chacun. Donc ça, c'est pas une façon de procéder. Donc ça, là, on voit très bien la contrainte politique. Un scientifique ne ferait pas comme ça. Un scientifique chercherait qui a une chance de réussir et mettrait ses billes sur ces équipes-là. Mais à vous entendre, j'ai l'impression qu'il s'agit presque d'un problème culturel, une relation peut-être au risque qui n'est pas la même que celle des Américains, presque même un sujet de fierté. Vous avez donné 2 exemples. Nous, on s'est pris, par exemple, pour l'expression, plein de petites gifles dans la figure, et pourtant on n'a pas réagi au niveau européen en se disant on est en retard. On en est encore à réfléchir au montant des amendes qu'on peut mettre à des entreprises américaines. Voilà ce qu'on fait. Absolument, je crois qu'il y a un manque de réaction totale. Alors, c'est vrai que quand on pense aux législatives, aux européennes et tout ça, les sujets de long terme ont complètement disparu. Et ça, c'est un sujet évidemment de long terme. C'est-à-dire qu'à force de ne plus faire de recherche et développement de pointe, on prend beaucoup de retard par rapport aux États-Unis et la Chine. Donc, il y a effectivement ce côté. Il y a aussi des réticences. Donc, on parlait de gouvernance. Il y a un petit îlot qui marche très bien au niveau européen, ça s'appelle le Conseil européen de la recherche, qui distribue un nombre limité de bourses à des chercheurs de très haut niveau, souvent des chercheurs jeunes d'ailleurs. On essaie de privilégier un peu les plus jeunes, et on distribue ces bourses. Nous sommes très fiers à TSE d'en avoir eu 31 depuis 2007, ce qui est quand même un record aussi un petit peu. Donc on a beaucoup profité il y a un peu un biais de ma part vis-à-vis de ça, mais j'ai fait partie des panels, etc. Je connais bien la chose, et ce sont les scientifiques qui choisissent les récipiendaires de ces bourses sans intervention de la fonction publique. Et mon expérience, c'est que ça fonctionne très très bien, et ça permet aussi de faire revenir un peu des gens en Europe qui ont tendance à vouloir être en Angleterre, surtout aux États-Unis. Donc, voilà, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de gens qui s'élèvent contre ça en disant c'est une exception, c'est honteux, ce sont des scientifiques qui distribuent l'argent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils veulent continuer à distribuer les chocolats. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais ils ont des chocolats à distribuer, ils veulent continuer à distribuer les chocolats. Et donc, il y a un peu cette mentalité. Alors, c'est vrai que quand on voit comment ça s'est développé aux États-Unis, c'est en réaction aussi à des crises. C'était effectivement la Deuxième Guerre mondiale, avec Vannevar Bush, avec Oppenheimer et d'autres. C'était l'affaire Sputnik. C'était en réaction un peu à une perception qu'on était légèrement en retard. Enfin là, on est vraiment très en retard en Europe. Et donc, il faut que nous tous fassions pression pour que les politiques aient le courage de changer les choses. Et donc, ce n'est pas qu'une question d'argent. Encore une fois, Mario Draghi a tout à fait raison. Il faudrait dépenser beaucoup d'argent. Mais ça ne sert à rien de dépenser de l'argent si on ne le fait pas bien. Et donc, il faut commencer par le projet et la gouvernance, et ensuite passer au financement. Alors, pardonnez-moi la question, je reprends votre expression, mais est-ce que les scientifiques européens ont vraiment, eux, envie de distribuer les chocolats ? Ou est-ce que finalement, ça ne les arrange pas un peu ? J'en reviens à cette question culturelle, finalement, on est dans notre fonctionnement, on est content, on fait nos recherches, et basta, on ne veut pas plus de responsabilité que celle qu'on a dans son laboratoire. Alors, c'est aussi une question de culture. Je vais parler un petit peu de la bureaucratie ici, c'est très important. Au début de ma carrière, j'ai vécu 7 ans au MIT, où j'avais plaisir de faire de l'administration. Ça paraît pour un chercheur, ça paraît un peu bizarre, mais comme tout était organisé pour que les choses soient bien faites,
et rapide, ben finalement, on a des responsabilités, on se sent responsable de quelque chose et on a du plaisir à faire des tâches administratives. Et j'ai retrouvé ça, par exemple, alors évidemment à Toulouse, à TSE, on essaie de faire ça, mais je l'ai retrouvé aussi à l'ERC, donc le Conseil européen de la recherche, en participant à des panels pour distribuer des bourses juniors. Alors, il faut faire très attention, il ne faut pas de conflit d'intérêts. C'est clair qu'il faut que je sorte de la salle, par exemple, s'il y a quelqu'un que je connais, soit un de mes anciens étudiants, soit quelqu'un de Toulouse, qui est examiné, ça va de soi. Enfin, ce genre de choses. Mais disons qu'il faut se concentrer, en fait, la question, c'est il faut se concentrer sur les cas marginaux. Il y a quelques personnes, c'est évident qu'il faut leur donner. La plupart des gens n'ont pas tout à fait la possibilité de l'avoir. Et donc, il faut se concentrer sur les 15 ou 20 dossiers où là, il faut vraiment réfléchir, regarder à fond les dossiers et puis les examiner. Et ça c'est admis là-bas. Alors, il y avait eu des tentatives, évidemment. Pourquoi vous ne répondez pas pourquoi vous ne donnez pas cette bourse? Moi, je regrette, quand on a une demande d'un colonel de l'armée tchèque qui dit à 60 ans, j'ai fait toute ma carrière dans l'armée tchèque et j'ai jamais fait d'économie, mais je voudrais commencer une carrière d'économiste. Voilà, donc j'ai eu ce dossier, hein, concrètement, j'ai eu ce dossier. Est-ce que je dois passer 10 minutes à écrire une réponse pour que cette personne n'ait pas l'avenir de la recherche en sciences économiques? Non, la réponse c'est non. Je ne veux pas être méchant, mais il faut mettre ses billes, il faut choisir ses combats d'une certaine manière. Si vous voulez avoir les meilleurs scientifiques, ils seront prêts à le faire si il y a très peu de bureaucratie. Si effectivement ils peuvent s'organiser de façon efficace et qu'ils ne passent pas des journées, comme j'en ai vu ailleurs, je ne vais pas citer d'exemple, à passer 5 heures pour des décisions qui prennent 5 minutes. Il faut être efficace. Et ça, l'ERC a réussi à éviter ça. La bureaucratie donc étouffe en quelque sorte l'innovation en Europe. Est-ce que notre modèle social, nos modèles sociaux, en particulier peut-être le droit du travail, contribuent pas aussi à cet étouffement, à cette... Alors, vous avez raison, c'est un problème plus général, hein. Donc, le droit du travail n'est pas du tout adapté pour le côté tech. En fait, vous prenez des startups. Un startup, c'est fait, enfin, je vais vous choquer, c'est fait pour échouer. Si on prend des risques, je prends la startup technologie de pointe, on prend des risques, ça veut dire que on échoue. Si on vous dit que 90% des startups sont toujours financées 5 ans plus tard, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut en fait prendre des risques. Quand on voit que ça ne marche pas, il faut arrêter et redistribuer l'argent à d'autres startups. Donc, ça veut dire qu'on change quelqu'un qui fait une carrière dans la tech, qui est quelqu'un de très instruit, qui a beaucoup de compétences, doit s'attendre, évidemment, à changer de boîte au fur et à mesure. Si ça marche, tant mieux, hein. Mais ça fait partie du métier. Donc, si on passe son temps, effectivement, à traiter quand il y a un licenciement. Alors, c'est pas forcément que la boîte fait faillite, c'est peut-être que la boîte change d'orientation, s'aperçoit que cette voie technologique ne marche pas, ils vont aller dans une nouvelle voie technologique qui a besoin d'autres personnes, d'autres compétences. Et donc là, on a un problème d'ajustement, finalement, de l'emploi. Donc, c'est un des problèmes multiples, mais il y en a beaucoup d'autres. Le fait que vous avez, par exemple, sur les marchés des capitaux, vous avez 27 pays. Alors, sur le marché du travail, j'y reviens, on a aussi 27 droits du travail. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui commence un start-up, c'est pas un spécialiste de 27 droits du travail. Déjà, pour suivre le droit du travail en France, même si vous êtes professeur de droit, c'est très, très difficile. A fortiori, vous pensez bien quelqu'un qui est dans un start-up, qui n'a jamais fait de droit et qui, de toute façon, a autre chose à faire, ne peut pas connaître les droits de 27 pays. Donc, il est obligé d'engager des tas d'intermédiaires. Enfin, Et alors, jusqu'à présent, on a quand même été, pardonnez-nous, un petit peu pessimiste. Mais peut-être, je tente ma chance, il y a quand même quelques petites boîtes sympathiques en tech en Europe. Peut-être c'est de la mid-tech, mais c'est quand même bien. Alors, c'est pas forcément que la mid-tech, hein. Je mentionnais BioNTech tout à l'heure. BioNTech, digression.
Ugur Sahin, qui est le fondateur, venait d'avoir, quelques années plus tôt, une ERC, une bourse du Conseil européen de la recherche, qui était sur la recherche fondamentale, évidemment pas sur les vaccins, pas sur les vaccins Covid, puisqu'on n'avait aucune idée à l'époque qu'il y aurait le Covid. Donc là, on a financé quelqu'un qui nous a après amené des vaccins en Europe, plus de la richesse. Donc pareil pour la personne à Oxford qui a fait le vaccin d'AstraZeneca. Voilà. Donc on a des talents, on a Mistral en France, on en a d'autres. C'est très important. Ils n'ont pas forcément les financements qu'il faudrait. Hein. On n'est pas dans les financements des GAFA, évidemment. Ils ont du mal à se financer aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché d'action. Parce qu'on investit tout notre argent, ça c'est autre chose. On investit tout notre argent dans l'assurance vie, dans les bons du trésor. Enfin, l'assurance vie, effectivement, en euros, c'est des placements très sûrs et tout ça. On n'a pas de fonds de pension en Europe, ou très peu. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de financement d'actions qui sont prêts à prendre des risques. C'est pas un manque de financement en Europe. On a des financements. D'ailleurs, les Américains, les venture capitalistes américains sont en Europe. Mais c'est vrai qu'après, ces venture capitalistes américains disent, quand ça marche bien, venez faire votre introduction en bourse aux États-Unis. Ou vendez votre entreprise à Microsoft. C'est évident. Alors, on l'a dit, on a perdu la course dans le numérique, dans l'automobile, peut-être dans la défense. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse profiter de notre week-end. Mais au vu de ça, comment fait-on finalement à prioriser les secteurs dans lesquels il y a encore de la place, dans lesquels on pourrait investir et peut potentiellement gagner? Alors, si je vous disais, il faut investir dans tel ou tel secteur... je vous dis pas, oui, vous avez des conseils à nous donner. Non, plus sérieusement, c'est quand même très compliqué. Comment on fait? Est-ce que on en revient toujours à ce sujet-là laissons les scientifiques en parler entre eux et demandons aux politiques de se mettre de côté et après ils arrivent pour mettre leur tampon administratif. C'est plutôt dans la méthode peut-être qu'il faut changer? Alors, dans la méthode, l'économiste, effectivement, doit faire preuve de la même humilité qu'il demande aux politiques. Et c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qui va marcher. Je pourrais vous donner quelques indications quand même tout à l'heure, mais l'économiste peut dire non, il faut travailler différemment. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça coûte rien. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne coûte rien de mieux gérer les fonds. Donc, il suffit que les gens adoptent des principes de gouvernance plus vertueux. Maintenant, vu qu'on a un argent limité, il faut choisir ses combats. Donc, effectivement, il faut demander aux scientifiques qui connaissent mieux le sujet, le faire au niveau européen pour financer effectivement des prises de risques importantes. Ça, c'est une chose. Là, vous le citiez tout à l'heure. C'est vraiment important d'avoir des prises de risques. Mais en Europe, c'est mal vu. Si vous échouez, dans ce cas-là, vous avez la presse immédiatement qui vous tombe dessus en disant « Mais regardez, vous avez dépensé 50 millions là-dessus, ça ne sert à rien. » Alors parfois, ça ne sert à rien. Quand en France, on a essayé de faire un nouveau modèle de recherche pour faire ce que Google faisait, on avait un retard fabuleux, on a dépensé 80 millions pour rien, et c'était totalement prévisible. Donc quand on a trop de retard, je dirais, ça c'est une indication, quand on a vraiment trop de retard, donc c'était le cas de Google qui avait toutes les données, qui avait tout le logiciel, etc., qui avait les externalités de réseau, c'était clair dès le départ qu'on n'aurait jamais dû dépenser là-dedans. Par contre, il peut y avoir des innovations de rupture. Maintenant, Google est menacé par OpenAI, par ce genre d'intelligence artificielle qui, maintenant, peut faire ce que font Booking, ce que font Google, des moteurs de recherche. Et donc là, on voit la rupture. On voit Novo Nordisk, qui est maintenant la première capitalisation européenne, qui était une petite entreprise danoise, qui a fait de la rupture dans le médicament. Avec ses médicaments au début, c'était le diabète, pour maigrir, et maintenant contre les cancers. On voit si on trouve des niches comme ça, on peut les trouver. Maintenant, est-ce qu'on devrait se battre sur le cloud ou est-ce qu'on devrait se battre même sur les batteries, les voitures électriques? Moi, je suis pas sûr. Encore une fois, on a tellement de retard. Encore une fois, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je ne connais pas les dossiers. Et je ne suis pas scientifique. Donc, c'est très dangereux si je vous fais une recommandation et je commence à vous dire non, il ne faut pas investir là-dedans. Mais juste en y réfléchissant,
encore une fois, si les Chinois financent notre transition énergétique et qu'on peut réduire notre empreinte carbone 3 fois plus parce que ça coûte 3 fois moins cher en achetant en Chine, franchement, moi, je ne suis pas contre. Alors, je sais que je vais choquer tout le monde en France et en Europe, mais après tout, ce qui m'importe, c'est de combattre le réchauffement climatique. Je vais jouer l'avocat du diable. Vous ne pensez pas aux emplois à l'industrie quand vous dites ça? Peut-être que parfois on a intérêt à faire de l'investissement à perte. Alors oui, bien sûr, mais à perte, il faut qu'effectivement, ça soit des investissements qui marchent. Donc si on crée, effectivement, si on met l'argent dans certaines technologies et qu'on s'aperçoit que quelques années plus tard, ça ne marche pas, on ne vend rien, ben on va se retrouver dans des situations dramatiques. L'industrie automobile allemande, qui avait été très bonne dans le passé, avait trouvé des niches de façon remarquable, n'a pas évolué comme elle aurait dû évoluer, et maintenant se trouve dans une situation difficile. Donc, je dirais, il faut mieux être agnostique. Les emplois seront créés quelque part. C'est vrai que les emplois technologiques, ça va peut-être créer un peu moins, mais la question, c'est est-ce qu'on veut être le Vietnam du monde en créant des emplois, ou est-ce qu'on veut être, je critique pas le Vietnam, hein, c'est un pays qui fait beaucoup de progrès, mais où est-ce qu'on veut vraiment avoir la richesse, la souveraineté qui correspond à celle des États-Unis, de la Chine demain, enfin même aujourd'hui, hein, de plus en plus, parce qu'il y a plusieurs Chines, mais la Chine technologique est vraiment très avancée maintenant. Mais pour cela, il faudrait que les jeunes veuillent rester en Europe. Et l'attractivité de l'Europe sur ces sujets-là, elle est quand même toute relative. Si vous voulez avoir un beau CV, gagner beaucoup d'argent, vous allez ailleurs. Oui, c'est quelque chose qui est très inquiétant et on sait qu'il y a une concurrence féroce sur les talents. Alors, ça existe dans le monde académique, hein, attirer des gens européens. On est sur le mercato mondial ici. Et c'est vrai que c'est pas facile. On se bat pour faire venir des gens talentueux à Toulouse. Et on y arrive, mais c'est une lutte de tous les jours, hein, franchement. Et de les garder aussi, parce que les gens, ils viennent faire leur shopping. Et c'est bien pire encore dans le modèle, dans le monde des startups, etc. Ils viennent faire... Alors, c'est un petit nombre de gens, mais c'est ceux qui créent les entreprises. Les entreprises comme Google, etc., sont créées aux États-Unis par des étrangers. Et les États-Unis ont réalisé ça depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils favorisent effectivement la venue de cerveaux. Ça fait partie des documents officiels. On va faire venir les cerveaux qui vont irriguer nos universités, irriguer nos startups, et les universités elles-mêmes vont irriguer les startups, et ça fait partie de la stratégie. Nous, on devrait peut-être faire un petit peu plus. Alors, c'est vrai qu'on se bat avec des budgets extrêmement limités, mais on peut, de nouveau, tout ne coûte pas cher. Donc, donner des visas facilement à des cerveaux, les accueillir correctement, ça me semble quand même assez élémentaire si on veut rester dans ce monde-là. Alors, le mois prochain, les États-Unis auront un nouveau président, Donald Trump, qui nous a déjà annoncé qu'il devrait déclencher une guerre tarifaire contre la Chine. Est-ce que pour nous, Européens, c'est une opportunité ou c'est finalement notre dernière chance de se dire « allez, on y va » et pour survivre, pour se faire une place, ou au contraire, c'est la fin pour nous aussi, si on n'y va pas? La question un petit peu des guerres tarifaires, c'est qu'est-ce qui va se passer à la prochaine étape. Donc, Trump a réussi à vendre qu'une guerre tarifaire va augmenter le pouvoir d'achat des Américains, ce qui est une ineptie totale. Si vous payez beaucoup plus cher vos importations et que vous créez des monopoles domestiques, ça va coûter beaucoup plus cher à la société. Donc, les guerres tarifaires, ça va diminuer le pouvoir d'achat. Maintenant, on est dans une situation, vous avez raison, où ce n'est pas nous qui avons choisi les guerres tarifaires, ce sont les États-Unis. Et donc, on est dans une situation assez délicate. Une possibilité, c'est de se venger, effectivement, de créer nos propres tarifs. C'est dommage. Si c'est ce qui peut faire plier les États-Unis, bah, tant mieux, il faut peut-être le faire. Mais avec beaucoup de regrets. Parce qu'encore une fois, ça va diminuer notre pouvoir d'achat. C'est un peu comme si on met
Là, on le fait avec l'automobile en Europe, et c'est vrai que ça augmente énormément le prix des véhicules électriques, et demain des véhicules autonomes. Et donc, ça coûte cher au monde entier. Et c'est une situation compliquée. Je pense que la démagogie actuelle qui existe dans beaucoup de pays, et en particulier aux États-Unis, va être extrêmement coûteuse. Dernière question pour ma part, toujours d'actualité, plus française, la dérive budgétaire, vous l'avez un petit peu évoqué. Si on persiste, tout ce qu'on s'est dit, arriver à rattraper notre retard, c'est vain. Là où c'est quand même une priorité, où ces deux choses, vu les masses financières engagées, on peut continuer à creuser le déficit et à innover. D'abord, comme je le disais, tout ne coûte pas cher. Donc, il y a des choses qu'on peut faire beaucoup mieux à budget égal. Donc, ça, c'est une première chose. Et ça devrait être un choix évident. Il ne l'est pas pour beaucoup de gens, mais enfin, ça devrait être totalement évident. L'autre chose, c'est effectivement dépenser plus à une période qui est une période difficile où on a des spreads qui sont en train d'augmenter. Et donc, comment va-t-on faire pour financer ce genre de choses? Alors, je pense déjà que si on arrive à financer en Europe des technologies de pointe, déjà, le secteur privé va s'y mettre plus. Parce qu'ils auront les personnes autour. Mais c'est tout un écosystème. Vous prenez les universités qui, en Europe, sont faibles. Les grandes universités mondiales sont aux États-Unis, bien sûr, mais en Angleterre, en Suisse. Et en Europe, malheureusement, nous sommes en retard. Et en plus, ces universités, leurs talents n'ont que très peu de connexion avec l'industrie. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais il y a assez peu de connexion. Donc il faut évidemment, on essaie d'encourager ces connexions, parce que toutes ces grandes startups, finalement, sont financées comment aux États-Unis? Ce sont des étudiants de doctorat, de master, etc., qui commencent leur propre entreprise sur la base de ce qu'ils ont appris, et ensuite demandent à leurs professeurs de leur trouver quelqu'un à Stanford ou MIT, etc., pour être dans le conseil scientifique. C'est tout un écosystème, plus les venture capitalistes qui viennent un peu plus tard dans le processus. Donc, en Europe, on ne fait pas ça. En Europe, on ne fait pas ça. Donc, il faut créer cet écosystème. De nouveau, c'est pas facile, mais il faut aussi améliorer nos universités. De nouveau, c'est une question d'argent, mais aussi une question de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment orienter nos universités, pas toutes, je pense, mais au moins un certain nombre d'universités sur la recherche de très haut niveau. Pas saupoudrer. En Europe, on a tendance dans tous les domaines à saupoudrer, mais effectivement faire en sorte qu'il y a des universités qui tiennent leur rôle au niveau mondial et permettent de générer la croissance économique. Merci Boris, je te laisse la parole pour la suite de l'échange. On va passer aux questions-réponses, et pour cela, j'invite à nous rejoindre sur scène Gabriel Chaleil, étudiant en licence 3 d'économie, membre de l'association CITELA, donc on peut l'applaudir. Gabriel, juste avant votre intervention, je vous propose qu'on découvre les témoignages et réactions des étudiants des écoles que j'ai citées tout à l'heure, sur le thème spécifique de la table. On regarde. Alors, à l'avenir, j'imagine une Europe de la science forte, dans laquelle l'ensemble des États coordonneraient à la fois leurs investissements et leurs recherches dans un but commun, donc celui d'être en capacité de faire face aux défis qui nous attendent, mais aussi de rivaliser avec des puissances étrangères comme par exemple les États-Unis ou la Chine. Comment imaginez-vous une Europe de la science? Alors j'imagine et j'espère une Europe qui soutient les chercheurs et les laboratoires et qui encourage l'investissement des capitaux privés dans la recherche et l'innovation. Deux témoignages plutôt positifs sur la... Ouais. Ouais. Je vais. C'est pas moi de répondre, mais. Vous avez l'air complètement déprimé, Béatrice. Non, pas du tout. Je me dis, ils ne seront pas entendus par les politiques, mais c'est chouette de voir qu'ils ne pensent pas prendre leur retraite à 60 ans, quoi. Alors, on tenait à ce que les jeunes témoignent. Gabriel, vous avez des questions, j'imagine, pour Jean Tirole, en tant que jeune. Alors voilà. Je suis jeune, Boris. Comment... Oui, il y a jeune et jeune, pardon, Béatrice. Gabriel, parle.
Vous avez beaucoup parlé de comment changer la répartition. Mettez le micro bien. Vous avez beaucoup parlé de comment changer la répartition des investissements publics en donnant du coup plus de pouvoir aux scientifiques. Mais dans le rapport Draghi, une grande partie des investissements qui devraient être faits, en fait, c'est des investissements qui sont privés. Or, comme vous l'avez dit, la plupart de ces investissements, ils sont faits dans tout ce qui est automobile. Or, c'est un secteur, comme vous l'avez dit, qui n'a pas forcément très bien marché, parce qu'aujourd'hui, on a la concurrence des Chinois et des Américains. Donc, ma question serait, comment arriver à diversifier les investissements privés et quel rôle auraient les scientifiques à jouer? Enfin, quel rôle joueraient les scientifiques? Non, je réponds pas aux questions. Tout d'abord, je suis très heureux effectivement d'avoir la question de Gabriel et des autres intervenants. C'est vrai que c'est un peu comme le réchauffement climatique. C'est quelque chose, il faut que les jeunes finalement réagissent à la situation actuelle parce que c'est leur avenir qui est concerné. C'est pas mon avenir malheureusement. Et donc, je pense qu'un message d'optimisme est quand même malgré tout ce que j'ai dit. Ce que j'essaie de forcer un peu le trait parce que j'essaie de réveiller les politiques sur une situation. Donc, je donne toutes les mauvaises nouvelles autant que possible parce que clairement, on n'en parle pas dans le débat public. Après, comme je le disais, on a des talents, si on a des gens dynamiques et tout ça qui s'emparent de notre société, les choses changeront. Donc ça, c'est important. Et les investissements privés viendront. Encore une fois, le venture capital américain est très présent en Europe, seulement il n'investit pas en Europe. Il regarde, quand il y a quelque chose, il saute dessus. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la tech. Ils vont pas investir dans l'automobile, pour être honnête. Et donc, c'est un peu la situation. Il faut créer des conditions de la recherche. Donc, ça veut dire améliorer les universités. Au lieu de réduire leur budget, peut-être qu'il faut... Et encore une fois, ce n'est pas qu'une question de budget. Il faut aussi qu'on arrive à mieux gérer la gouvernance et la façon dont on distribue les fonds. Lier ça avec des startups. Et ça, c'est pas top down. C'est pas forcément, c'est pas à l'État de décider qui va travailler avec qui, mais donner les conditions, créer les conditions. Et ça existe beaucoup en Chine, ça existe beaucoup en Europe, aux États-Unis. Créer les conditions qui sont propices finalement au développement. Mais en ce qui concerne l'épargne européenne, du coup, comment faire en sorte que celle-ci investisse dans des capitales plus risquées, du coup? Il faut accepter aussi. Finalement, de ne pas avoir des lois qui favorisent l'épargne dans des véhicules qui sont sûrs. Il faut savoir prendre des risques et avoir des retours beaucoup plus élevés. Vous prenez par exemple le capital, l'endowment des universités américaines. Ils choisissent, ce sont des gens qui travaillent dans le long terme, ils choisissent le risque de leurs investissements. Et ils investissent énormément dans les actions, dans l'alternatif. Et année après année, ils gagnent 8% en moyenne par an. 8%. Le MIT, Harvard, Yale et tout ça. S'ils investissaient en bons du trésor, ils gagneraient 0%. Donc, excusez-moi. Donc, il faut savoir prendre des risques, ce qui veut dire que parfois, on va perdre 20%. Donc, Harvard... en 2008, a perdu 20%, donc ils sont descendus de 35 milliards de capital à 25 milliards. Maintenant, ils sont à 55. Voilà, donc il faut accepter les risques. Alors, pas n'importe quel risque, bien sûr, mais il faut savoir. Ça, c'était pour les investissements, mais c'est aussi vrai pour la technologie. Si on veut des investissements de rupture, ça veut dire qu'on échouera. Mais les quelques fois où on réussira, ça sera extraordinaire. Et pour qu'on ait un ordre d'idée de budget, le budget de TSE, c'est combien par rapport à Harvard? Je ne répondrai pas à cette question. Nous sommes aussi beaucoup plus petits. Yacine Le Fouillier dans l'assistance, qui est le patron de la fondation TSE. Nous finançons essentiellement, effectivement, avec de l'argent public, mais aussi avec de l'argent d'une fondation.
Ce qui est très intéressant, c'est que cette fondation, nous avons fait 2 levées de fonds, nous allons recommencer une 3e. Il faut savoir qu'on s'est engagé dès le départ à ne pas dépenser l'argent qu'on touche des entreprises ou de l'État. C'est-à-dire qu'on vit des intérêts, parce qu'on veut voir dans le long terme. Des crises économiques, il y en a toujours, des crises des universités, il y en a toujours, et avoir de l'argent disponible qui lisse un peu les revenus, c'est très important. Et donc, nous, on veut travailler pour dans 30 ans. On veut pas avoir de l'argent qu'on va dépenser dans les 3 années qui viennent. Et ça, c'est très, très important, je pense. Très peu de gens font ça en France, malheureusement. Mais ça me semble tout à fait important. Donc un nouveau modèle de gouvernance peut-être à faire essaimer. On va prendre des questions dans la salle. Est-ce que vous voulez profiter de la présence de Jean Tirole? Oui, on va vous donner un micro, monsieur. Merci. Oui, Jean-François Dupont, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez un peu déploré le saupoudrage des budgets, notamment européens, qui vont beaucoup vers les PME, aux dépens des gens qui ont la puissance de recherche, en fait. Alors, il y a, j'ai vu notamment dans Le Point récemment, un exemple qui va dans votre sens à propos de la fusion nucléaire, où un certain nombre de start-up, notamment, avaient été financées. Et au bout de plusieurs mois, on s'est aperçu que malheureusement, elle manquait de la structure des capitaux et probablement aussi des compétences nécessaires. Et ce nombre de start-up financées a été, je crois, divisé par 2 ou 3 pour rediriger l'argent vers des groupes qui ont plus de possibilités dans ce domaine. Voilà. Alors, votre question est très, très intéressante. Vos remarques sont très intéressantes. Il faut comprendre que le financement des entreprises innovantes est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que quand on regarde le rôle qui est joué par les venture capitalistes aux États-Unis ou ailleurs, en Israël ou en Angleterre, on voit très bien ce qu'ils font, c'est pas finalement d'apporter de l'argent. Ils apportent de l'argent, mais c'est une petite fraction de l'argent apporté. C'est important qu'ils apportent de l'argent pour montrer qu'ils croient au projet. Donc c'est un signal comme quoi ils croient au projet. Mais leur rôle, c'est de faire ce qu'on appelle du stage financing, c'est-à-dire de dire on va avoir au fur et à mesure des mesures de performance, et après on va continuer à financer au fur et à mesure, si ça marche bien, sinon on arrêtera. Ils servent aussi à conseiller, ça c'est très important, parce qu'un scientifique n'est pas forcément un bon manager, il ou elle n'ont pas forcément les compétences, et c'est normal, c'est tout à fait normal, donc avoir ces compétences. Et donc, il y a des moments, effectivement, s'il n'y a pas cette structure derrière les scientifiques, ça peut ne pas marcher alors que le projet lui-même est bon. Mais aussi, il faut savoir, effectivement, comme vous le dites, réorienter, parce qu'il y a les aléas, même si on a choisi des bons projets, tous ne vont pas réussir. On va prendre une dernière question dans la salle, et une question optionnelle de monsieur Gernel. Madame, on va vous donner un micro. Ah, il y en a une là. J'en profite. Oui, bonjour. Vous avez évoqué que notamment l'Europe pourrait être un pays de deuxième zone, sans gouvernance et sans projet commun. Malheureusement, c'est un constat qu'on a fait depuis quelques temps. Et je voulais savoir, d'après vous, quels pourraient être en fait les leviers pour dépasser ce constat? Très bonne question. Il faut une réaction. Il faut. C'est comme pour tous les sujets, quoi. Il faut. Au niveau mondial, on voit la crise du climat. Il faut à un moment ou à un autre qu'on réagisse, qu'on finisse par réagir. Au niveau de la dette, c'est la même chose. On est passé de 30% à 20% de dette, ça continue de croître. Il y a un moment, est-ce qu'on attend d'être dans le mur et d'avoir une crise à la grecque, ou est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour? On peut faire ce qu'il faut pour. Pour ça, il faut réagir. Il faut agir de façon, d'ailleurs, collective. Et ça, c'est vraiment très important. Ce qu'on ne voit pas se passer en France, malheureusement. Il y aura des façons, des innovations institutionnelles qui pourraient empêcher ça, mais on ne les a pas faites, évidemment, d'un point de vue politique. Bon, on partirait pour 1 heure là-dessus. Donc, Je pense que vous allez faire une interview derrière avec Étienne Gernel, le directeur du Point, qui est en train de noter religieusement ce que vous dites. Je vous demande lesquels. Allez-y, s'il faut réformer, qu'est-ce qu'il faut faire? On a 3 heures. On a 3 heures. Il a besoin de 3 jours.
Non, mais prenons la motion de censure. Vous êtes dans une situation où chacun a envie de censurer le gouvernement sans avoir à proposer une alternative. C'est exactement ce qui s'est passé dans la République de Weimar, où il y avait des motions de censure et on pouvait censurer le gouvernement très facilement. Le chancelier pouvait être censuré jusqu'à ce que finalement les communistes et les nazis aient une majorité. Et voilà, là c'était terminé. Donc, en fait, les Allemands en 1949 ont introduit une motion de censure constructive. C'est-à-dire que vous pouvez censurer le gouvernement, ce qui est bien, mais il faut proposer une coalition alternative. Et donc, vous venez avec une coalition alternative. Et du coup, il y a eu 2 motions de censure depuis 1949. Parce que, déjà, il y avait une anticipation par la majorité. Et puis, les minorités, il fallait qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir attaquer l'ex-majorité. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais il y a beaucoup d'autres façons de changer. C'est-à-dire que la constitution de la Ve République a très bien marché pendant très longtemps, à un moment où on avait en gros 2 partis, 2 blocs, des partis de gouvernement qui s'alternaient, etc. Maintenant, on a 3 blocs totalement divisés. Bon, il faut des compromis. Pour l'instant, on n'a pas parlé de beaucoup de compromis jusqu'ici. Donc, ce qu'il faut, effectivement, c'est qu'il y a des coalitions qui se forment et qui, s'ils sont renversés, ils sont renversés par une autre coalition qui est capable de gouverner. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faudrait changer la Constitution pour ça. Maintenant, changer la Constitution aujourd'hui... Alors malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions. Non, mais il faut... c'est important, c'est encore une preuve qu'il faut prévoir. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Et dans tous les domaines, c'est vrai, il faut penser dans le long terme. Est-ce que vous pouvez rester 10 minutes un peu dehors pour les gens qui auraient des questions à vous poser? Parce que là, on en aurait encore pendant 1 heure. Merci encore, on vous applaudit, Jean Tirole. Merci, Gabriel. Et je vous invite, si vous aimez l'IA et la tech, à venir tester nos animations gratuites et ludiques et immersives à l'accueil de TSE. Ça se passe tout là-haut. Et on se retrouve dans quelques minutes pour notre table des vignes à Londres et des oliviers à Berlin. Comment le changement climatique bouleverse l'agriculture.